Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'architecture générale des ordinateurs et des systèmes à microprocesseurs. Si on cause l'architecture des ordinateurs, on a rapidement 5 questions qui viennent à l'esprit. La première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la fonction d'un ordinateur et quelle est son architecture générale, comment est-ce qu'il est construit. La deuxième question qui vient aussi tout de suite à l'esprit, c'est comment il construit son unité de traitement, ce qu'on appelle l'unité centrale, ou en anglais la Central Processing Unit. Qu'on abrège CPU. La troisième question qui vient aussi à l'esprit, c'est finalement comment traiter cette information, comment est-ce que le microprocesseur il opère pour traiter l'information. La quatrième question qu'on peut se poser, finalement on se rend compte qu'il est constitué de différentes composantes, c'est comment est-ce qu'on pourra pouvoir les connecter, ces différentes composantes. Et la cinquième question qui vient aussi à l'esprit, c'est comment représenter cette information, comment la stocker, cette information dans la mémoire du microprocesseur. Comment la placer, on pourrait aussi dire. L'information ou les données, c'est les... Voilà, nous allons tenter de répondre à ces 5 questions. Voilà, si on essaye de répondre à la première question, quelle est la fonction d'un ordinateur, qu'on va symboliser par ce rectangle. À quoi ça sert? Si ça c'est notre ordinateur, notre microprocesseur. Finalement, s'il n'a pas d'information, une source d'information à quelque part, ici, une source d'information, et puis un consommateur, finalement, de cette information, il ne sert à pas grand-chose. Le but de cet ordinateur, c'est de lire cette information ici, de l'acquérir. Ici, on aura un module d'acquisition. Et puis finalement de la restituer. Ici. Avant de la restituer, l'information, il pourrait le faire directement, mais dans ce cas-là, c'est pas tellement intéressant. On va y pratiquer un traitement sur cette information ici. Donc on va lire les données, puis le module d'acquisition, les traiter, et une fois qu'on les a traitées, on les transformer,
La transformation, le traitement qu'on fait là peut être simple ou complexe, ça va dépendre finalement de l'information qu'on a traitée, de la source d'information qu'on a traitée. Et puis, une fois que c'est fait, on va pouvoir la restituer. Naturellement, l'unité de traitement ici, ce traitement-là, a souvent besoin d'un stockage des données ici. Hein. Un stockage de données pour pouvoir effectuer différents traitements, différents algorithmes hein, dessus. Ce stockage, il est fait généralement sur des disques. Ces disques-là, c'est plus des disques magnétiques. Hein. Maintenant, on a des disques sur flash. L'acquisition, elle est effectuée par des capteurs, ce qu'on appelle. Et puis la restitution, elle est faite ici par des actionneurs. Il est possible sur des systèmes performants que le module d'acquisition, le capteur, stocke directement l'information dans l'unité de stockage. Respectivement, il est aussi possible que des actionneurs soient capables de lire directement les données après traitement pour pouvoir les restituer vers le consommateur d'informations. Nous allons voir ça, ces deux systèmes-là, plus tard dans un prochain cours. Hein. C'est effectué ça par des composants qu'on appelle des DMA, des composants des microprocesseurs. Si l'on transpose ce schéma qu'on vient de voir d'un ordinateur, hein, d'un microprocesseur classique sur un vrai microprocesseur ou un système à microprocesseur, l'unité de traitement qu'on a discuté avant, elle s'appelle sur ces microprocesseurs, c'est l'unité centrale. On va appeler UC chez nous, ou respectivement en anglais CPU pour Central Processing Unit. La partie de stockage, elle est réalisée avec de la mémoire. Ici, qui est connectée avec le processeur, ici avec l'unité centrale. On discutera ça un petit peu plus tard comment. Et puis finalement, l'acquisition et la restitution des données ou de l'information, elle est faite avec ce qu'on appelle ici des périphériques d'entrée-sortie, des modules d'entrée-sortie ici. Les entrées-sorties ici, cette unité-là. Ça, c'est au niveau du processeur, naturellement. Si on veut sortir du microprocesseur, hein, finalement, quel but? Si on va aller sur les systèmes physiques réels à l'extérieur, supposez que vous ayez aussi vos modules d'entrée-sortie des I/O, on va les appeler en anglais ici, hein. L'entrée-sortie à l'extérieur, le système physique qui est à l'extérieur, ça, ce serait notre microprocesseur qu'on a là. Si on veut sortir sur cette partie d'I/O là, les modules d'entrée-sortie n'ont pas les interfaces pour, hein. Donc on va passer ici avec une interface qui va nous faire la transformation finalement des niveaux TTL qui sont les niveaux du microprocesseur, les niveaux de tension du microprocesseur vers les périphériques d'entrée-sortie avec leur tension et leur courant normaux. Alors ici au centre, hein, si on résume, on aurait une unité de traitement avec l'unité de centrale ou le CPU. Sur notre gauche, on a le stockage de l'information. Et sur la droite, avec les périphériques d'entrée-sortie, on a la partie d'acquisition. En restitution. Et puis cette partie-là, la partie d'interface électrique finalement, hein, la partie électrique. Voilà, avec ces deux schémas, on a déjà une idée hein, générale de nos ordinateurs. Maintenant, on va regarder plus en détail l'unité de traitement, l'unité de contrôle qui est ici.
Voilà, si on parle de l'unité centrale, on va la placer ici au milieu, notre CPU. Si on met sur notre droite, finalement, notre mémoire, et puis nos périphériques d'entrée-sortie, comment est-ce qu'on va pouvoir traiter cette information dans le CPU? On a déjà causé, je crois, un tout petit peu le semestre passé. Finalement, pour moi, il y a trois grandes composantes dans un CPU. Il y a tout d'abord l'unité centrale. Ou l'unité de contrôle qui est ici. C'est elle, finalement, qui aura le code, les instructions, le programme, qui va lire notre programme. Ici, on a le code. Qui va lire notre programme et qui va exécuter finalement les instructions qui sont ici, UC ou unité de contrôle. Pour pouvoir traiter l'information qui arrive, on est obligé de la stocker dans le CPU. Ce n'est pas possible de la traiter directement dans la mémoire. Hein. Sur les processeurs modernes, ils ne savent pas le faire. Donc on a ici une banque de registres ici, IREX. C'est là, dans ces registres-là, qu'on va stocker nos données pour pouvoir faire le traitement. Puis naturellement, l'unité de contrôle, s'il a que les données, ça ne va pas jouer. Hein. Il lui faudra encore une unité arithmétique et logique qu'on appelle l'ALU, Arithmetic and Logical Unit ici, qui, elle, ce que moi j'appelle la toolbox, c'est elle qui a les opérations pour arithmétique, les plus, les moins, les fois, les opérations logiques pour pouvoir traiter l'information qui est derrière. Donc on a des plus, des moins. Des fois on les a vus avec l'assembleur le semestre passé. Des XOR, etc. Naturellement les comparaisons pour pouvoir agir sur le système. Ça, c'est la partie interne qu'on a ici sur la partie gauche de la feuille. Sur la partie droite, on a l'unité de stockage avec la mémoire et l'acquisition et restitution avec les entrées-sorties. Mais finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir accéder à ça? C'est périphérique ici pour pouvoir sortir. Le microprocesseur, lui, il a finalement trois bus. Un bus qu'on appelle le bus de data, qui permet d'échanger avec les périphériques des données. Il a un bus d'adresse. Il lui faut bien un moyen pour trouver l'information dedans. Donc c'est un bus d'adresse. Ici, qui va dire si je veux lire ou stocker une donnée dans la mémoire ou sur un périphérique. Et puis on l'a aussi vu pour les microprocesseurs, on a ce qu'on appelle un bus de contrôle ici qui est bidirectionnel. Contrôle ici. Dans ce bus de contrôle ici, on va pouvoir indiquer finalement si on va lire la donnée, si on fait une lecture, si on fait une lecture ou si on fait une écriture. On va pouvoir donner la taille, la size de l'information qui nous intéresse. D'accord. C'est aussi important sur ce bus de contrôle de pouvoir voir ce qu'on a traité en début de ce deuxième semestre, tout ce qui est des interruptions, les lignes d'interruption qui sont là. Si l'on regarde le bus de données, comme vous le voyez, il était dessiné ici en bidirectionnel, tout simplement parce qu'on peut lire et écrire naturellement les données dans la mémoire, dans les périphériques. Si on regarde la taille de ça, les unités qu'on peut échanger là-dessus, on a souvent du 8 bits, du 16 ou du 32. Typiquement sur les processeurs qu'on a au laboratoire, c'est des tailles qui peuvent changer. Mais sur les processeurs plus performants, on peut monter à 64 bits naturellement. Pour le bus d'adresse, les tout anciens avaient du 16 bits déjà. Alors, pas le tout premier, mais les premières générations, dans les premières générations 16 bits. Celui qu'on a au laboratoire à 32 bits qui nous permet d'accéder à 4 gigas.
Par contre, sur les machines 64 bits, dans ces systèmes-là, on n'a pas 64 bits d'adresse parce que ce serait trop grand. On est sur une quarantaine, 40 à 44 bits d'adresse. Cet ensemble-là forme chez nous ce qu'on appellera ici la CPU ou le CPU, l'unité centrale. D'accord. Les bus que vous voyez ici, l'ensemble de bus qui étaient dessinés là, naturellement sur les systèmes à microprocesseurs modernes, il est un petit peu plus complexe que seulement c'est un bus de données, un bus d'adresse et un bus de contrôle. À la sortie du microprocesseur naturellement, mais après pour accéder aux périphériques sur des processeurs modernes, ils sont plus compliqués. Voilà, maintenant on peut aborder la troisième question qui était comment les processeurs ou les microprocesseurs font pour traiter l'information. On peut diviser ce traitement en trois grands cycles. Le premier cycle, ici, la première phase, ici, est la phase qu'on appelle de fetch. À quoi consiste le fetch? Si on redessine notre unité centrale ici, notre CPU, si on met à quelque part la mémoire, le stockage, la mémoire, ici, il va aller tout simplement avec l'instruction de fetch, ici, il va aller lire les instructions qui sont stockées dans cette mémoire. C'est la première opération à faire. C'est lire finalement les données ou les instructions ou le code qui est stocké dans la mémoire principale pour la placer dans le CPU. C'est la première opération. Une fois que ceci est fait, on peut passer sur une deuxième phase. Cette phase-là, c'est la phase de décode. Dans cette phase de decode, qu'est-ce qu'on entend? Une fois qu'on a lu une instruction, il fallait bien commencer à l'interpréter, à voir qu'est-ce qu'elle fait, cette instruction-là. Et ça, c'est fait dans cette deuxième phase de décode. Une fois qu'elle est faite, cette opération de décodage de l'instruction, on va passer sur la troisième phase, ici, qu'on appelle l'exécution d'instruction. Execute. Dans cette phase d'exécution, qu'est-ce qui se passe si on redessine notre CPU? On va le remettre ici. On va mettre nos données, ou finalement des données qui peuvent de modules d'entrée-sortie, ici. On va les lire, ces données-là, respectivement les stocker, mais avant de les stocker, on va pratiquer dessus justement un traitement. Une fois le traitement ou l'exécution de l'instruction terminée, on va retourner sur la première phase, sur la première étape, première étape du traitement de l'information, et relire la prochaine instruction, la décoder et la traiter. Voilà, si on reprend cette première phase de fetch, puis qu'on essaie de la réexpliquer encore une fois pour être sûr qu'on a bien acquis. Donc on a notre CPU qui est ici, on a notre code. Le CPU, pour pouvoir décoder et exécuter des instructions, on a dit qu'on avait cette unité de contrôle qui était là, l'UC. Unité de contrôle. Donc la partie de fetch qui est ici, elle va tout simplement prendre une instruction qui est stockée dans la mémoire ici, et puis nous la mettre dans l'unité de contrôle qui est là. Ici, on a notre fetch qui est fait. Et c'est fait avec l'image alors. D'accord, si on a notre CPU, je redessine le CPU qui est ici.
le code qui est dans la mémoire. Et puis notre unité de contrôle qui est là, qui est connectée au CPU. Finalement, cette opération de fetch va nous stocker l'instruction dans l'unité de contrôle pour être décodée et exécutée. Voilà. Voilà, maintenant si on reprend la partie d'exécution, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va redessiner notre CPU. Ici. On va mettre les données, peu importe qu'elles soient des modules d'entrée de sortie ou des données qui sont dans la mémoire, les datas qui sont là, que ça vienne de la mémoire ou que ça vienne de périphériques d'entrée et sortie, peu importe. Pour l'exécution, ce qu'on a dit, notre unité de contrôle qui est en bas, qui va s'occuper de faire travailler finalement les différents composants là-dedans. Et pour pouvoir traiter de l'information, comme on l'avait dit, on est obligé d'avoir nos registres ici, nos règles qui sont là, et les opérations qui sont faites sur les données qui sont stockées dans le CPU, dans l'unité centrale, elles sont faites par l'ALU. Quand on exécute une instruction, qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'unité de contrôle qui a le contrôle justement sur ces opérations-là. Une des possibilités qu'on a, c'est tout simplement de lire des données, les mettre dans un registre, et ça va être contrôlé. C'est une exécution, une possibilité exacte ici, qui est faite. Une opération de lecture. Une autre possibilité, naturellement, une fois qu'on a traité l'information, ça va être de la restocker. C'est aussi naturellement généré par l'unité de contrôle qui est là, la partie d'écriture. C'est une des possibilités qu'on a d'exécution. Une autre, naturellement, c'est de demander à l'ALU, ici, de manipuler des données. Et cette manipulation de données, traitement de l'information qui est faite par une opération arithmétique ou logique, une comparaison, elle est naturellement aussi sous le contrôle de l'unité de contrôle qui est ici. C'est elle qui va demander cette exécution ici. Voilà, maintenant nous sommes prêts à aborder la quatrième question qu'on s'est posée. C'est comment connecter ces différents périphériques, ces différentes composantes d'un microprocesseur à une unité centrale. Au cours des temps, au cours des années, les ordinateurs ont beaucoup changé. Et déjà, assez étonnant, déjà en 1966, Michael Flynn, un Américain, a proposé quatre classifications, quatre architectures. Ces quatre architectures sont les suivantes. La première, qui est abrégée SISD, pour Single Instruction, Single Data. La première, finalement, qu'on a eue sur les ordinateurs. La deuxième architecture qu'on a, qui est nommée SIMD, Single Instruction, Multiple Data. Celle-ci, elle est très bien connue par les GPU. On a une troisième architecture, Multiple Instruction Single Data. Ici, l'idée, ce serait d'avoir des ordinateurs redondants. On verra, plusieurs unités qui traitent la même donnée. Et puis, tous les calculateurs modernes d'aujourd'hui ont naturellement la Multiple Instruction, Multiple Data. Nous allons voir maintenant en détail ces différentes architectures. Si l'on discute, pour commencer, de l'architecture SISD, Single Instruction, Single Data, dans cette architecture-là, il n'y a pas de parallélisme, ni pour le flux des données, ni pour le jeu d'instructions. C'est-à-dire qu'on va traiter à chaque cycle, soit une instruction, soit une donnée. Il n'y a pas possibilité de paralléliser des choses. Il y a deux architectures qui ont été proposées. La première, Harvard,
Cette architecture était proposée en 1944 déjà. Finalement, même avant que les microprocesseurs à semi-conducteurs comme on les connaît aujourd'hui existent. Et la deuxième architecture, c'est la von Neumann. Qui a été proposée, elle, déjà en 1945. Si l'on regarde maintenant l'architecture Harvard, comment est-ce qu'elle est faite, on peut replacer sur notre système l'unité de commande. On peut mettre à côté l'ALU avec les registres. Voilà. On a naturellement le code. Et puis les données. Et finalement, la troisième partie qu'on aurait là, ce serait des données, mais des modules d'entrée-sortie. Ici, avec notre CPU. Comment est-ce qu'on peut connecter ça dans la philosophie Harvard? L'idée est de connecter le code directement à l'unité de contrôle, tandis que les données, qu'elles viennent de la mémoire ou qu'elles viennent des entrées-sorties, les connecter directement à l'ALU, respectivement à la banque de registres qui sont là. Quels sont les plus de cette architecture? C'est naturellement les performances, parce qu'on peut en même temps lire du code, respectivement, on peut échanger des données avec notre mémoire et nos périphériques d'entrée-sortie. On n'a pas de souci. Le côté désavantageux de ça, c'est qu'on le voit tout de suite sur l'image ici, on est en train de doubler le bus d'adresse pour lire le code. D'accord? Ici, là, il nous faudra ici des adresses, naturellement. Et il nous faudra naturellement un bus de données pour le lire. Il en va de même ici, on a besoin du bus d'adresse, on a besoin des data. Et puis on a encore besoin du bus de contrôle, ici c'est TRL qu'on va appeler comme ça. Donc c'est une architecture qui est relativement onéreuse. Si l'on prend maintenant l'architecture de von Neumann, qu'on replace nos composants, l'unité de contrôle, on va remettre notre ALU, les registres, et puis on va placer cette fois-ci le code et les données au même endroit, dans la mémoire, dans une mémoire, et on va naturellement les périphériques d'entrée-sortie, on n'a pas tellement le choix, on va les séparer. Cette fois-ci, on va faire autrement, on va connecter tout ça sur un bus, ici, sur un bus, et mettre toutes les unités en parallèle sur ce bus système qu'on va appeler le MUP-bus. Ici. Naturellement, ce MUP-bus, il aura besoin des données, des data. Il aura besoin des adresses. Et puis, naturellement, des signaux de contrôle ici. D'accord. Le plus de cette architecture, on le voit ici, on n'a plus qu'un bus. Donc, un peu moins de pins sur notre microprocesseur. Par contre, les désavantages de cette solution-là, on le voit tout de suite. Si on veut lire une instruction, et après, on va aller traiter des données, par exemple
de périphérie. On n'arrivera pas à le faire ici en une opération. Hein. En même temps, on sera obligé de faire au minimum 2 accès, 2 cycles, hein, pour pouvoir exécuter ces choses-là. Ce qui est intéressant entre cette architecture de von Neumann qu'on a ici et l'architecture de Harvard, sur les processeurs modernes, hein, ceux qu'on a, ceux que vous avez au laboratoire, utilisent les deux. On les verra comment un peu plus tard dans le cours. Si l'on regarde maintenant l'architecture SIMD, Simple Instruction Multiple Data, c'est une architecture qui est tout à fait appropriée pour tout ce qui est les GPU. D'accord, les GPU. Où on a toute une série de données, par exemple de calcul matriciel, où on a fait une opération sur de multiples données. C'est intéressant d'avoir ce type d'architecture. Elle est chez nous sur notre processeur, elle est implémentée par le processeur Néon qu'on a, le coprocesseur de notre BeagleBone. Si on la regarde, cette architecture, elle est constituée comme ça, elle est composée comme ça, on a l'unité de commande qu'elle a, et elle va pouvoir contrôler, diriger plusieurs unités arithmétiques et logiques avec leur registre ici. Le nombre de ces unités arithmétiques et logiques va dépendre naturellement de l'architecture, hein, du processeur que vous avez ici. Là, donc l'unité, elle est capable de les commander, tous. Hein, et on va mettre en bas naturellement notre mémoire, respectivement nos périphériques d'entrée-sortie, ils sont ici. Et chacune de ces unités arithmétiques et logiques avec le registre va pouvoir échanger avec la mémoire directement les données qu'elle a besoin ou qu'elle veut traiter. La troisième architecture qui a été définie par Flynn est l'architecture MISD, Multiple Instruction Single Data. L'idée ici, c'est d'avoir des unités centrales redondantes, hein, qui permettent de traiter la même information. Hein. L'idée, c'est d'être certain que l'information qu'on traite, elle soit traitée correctement. La seule processeur que je connais, c'est un bien grand terme, qu'on trouve dans la littérature, c'était un processeur de la navette spatiale, c'était un IBM AP101. Comment est-ce qu'il est fait, cet ordinateur ou cette unité centrale? On a plusieurs unités de contrôle. Ici. D'accord. Et ces unités de contrôle, elles sont connectées chaque fois à une ALU. Registre ici. Directement connecté. Et tout ce petit monde est connecté directement à la mémoire. Mais par contre, ici, on va aller lire seulement une donnée. Donc, on va la représenter ça comme ça. On va aller lire qu'une donnée à la fois et la traiter. C'est quelque chose qui est très peu courant dans les systèmes actuels. Par contre, ce qui se passe, c'est en mode des systèmes redondants, ce qu'on va faire normalement, c'est mettre des CPU séparés pour le faire. D'accord, chaque fois des unités centrales comme ça, distribuées. On peut les distribuer dans un rack, hein, on les met dans un rack, les concentrer finalement dans un rack plutôt que distribuer. Ou alors, si on a des réseaux télécoms, c'est distribuer cette intelligence sur différents routeurs, différents systèmes. Voilà, et finalement la quatrième architecture définie par Flynn, c'est l'architecture MIMD pour Multiple Instruction Multiple Data. Quelque chose de hyper courant aujourd'hui, c'est tous les systèmes multicœurs. Donc l'idée là, elle est triviale. Alors triviale
dans le sens qu'on va dupliquer finalement nos unités centrales, nos CPU. Hein. On va les dupliquer, les CPU, ici. Tout ça pour les mettre dans un microprocesseur, lequel sera connecté naturellement à la mémoire ici, ou aux entrées-sorties. D'accord, on va connecter tout ce petit monde directement là-dessus. Alors, on peut les faire comme ça directement à travers, qui vont tout seuls. Chacun de ces CPU sont autonomes. Sur les architectures qu'on trouve aujourd'hui, on trouve deux types d'architectures. Ce qu'on appelle symétrique, c'est-à-dire chacun de ces CPU est du même type, hein, c'est le même modèle. Ou asymétrique, on voit ça arriver aussi typiquement dans les smartphones, où on a des CPU plus performants que d'autres pour des raisons de consommation. Voilà, avec cette dernière architecture, MIMD, on termine ici cette première partie de l'architecture générale. On reprendra plus tard sur les autres aspects.